Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. C'est maintenant le moment d'aller rejoindre Francis Gosselin dans les studios de Cube. Bonjour Francis. Bonjour Marianne. Le gouvernement du Québec a révisé à la hausse son déficit pour l'exercice financier 2023-2024. Bon, ça a été annoncé un vendredi de long congé. Pour éviter que ça passe dans le beurre, explique-nous ce qu'il en est. En fait, évidemment, le déficit, comme tu l'as dit, ça a été plus élevé que prévu d'à peu près 1,2 milliard de dollars, ce qui est quand même une bonne somme. Pas négligeable. Non. Après, j'avoue qu'il y avait quand même, on s'en doutait. Hein, et puis, on a vu, il faut se rappeler, là, c'est la dernière année et demie, là, il y a 1 an et demi que ça commence. Donc, il y a eu les feux de forêt, il y a eu quand même pas mal d'événements contradictoires et l'économie ne performait pas très bien. Là, les taux ont augmenté pendant cette période-là très rapidement à l'échelle canadienne, ce qui a eu un impact sur la consommation, l'investissement, les dépenses gouvernementales québécoises. Et donc, grosso modo, le principal responsable de ce déficit additionnel, c'est une baisse des revenus de l'État québécois d'à peu près 1,1 milliard de dollars. Donc, il n'y a pas eu tellement de dépassement dans les dépenses, autant qu'on a encaissé beaucoup moins que ce qui était anticipé. Puis, évidemment, ça fait en sorte que le Québec, s'est endetté davantage que prévu. On sait que le ministre Girard avait annoncé un déficit à venir là, de 11 milliards de dollars, qui est un déficit record, mais ça nous situe un peu dans la fourchette haute des déficits de ces dernières années pour l'année 2022-2023 qui s'est terminée. En même temps, avec tout ce qui coûte plus cher là, pour monsieur, madame, tout le monde, est-ce que le gouvernement profite pas de ça avec les taxes? On comprend que ça compense pas pour tous les coûts supplémentaires, c'est ça? Parce qu'on pourrait se dire, moi, si je paie plus cher, je paie plus de taxes aussi, là. Le cynique en moi dirait que l'inflation, les gouvernements aiment ça, l'inflation, hein, justement, parce qu'à niveau de vie constant, les gens payent plus cher. Donc oui, c'est plus de taxes sur à peu près tout, TPS, TVQ. Souvent, les salaires augmentent aussi, donc ça fait plus d'impôts à taux d'impôt constant. Donc on a parfois d'heureuses surprises dans les périodes inflationnistes. Par contre, de l'autre côté, puis on l'a vu là, à la fin de l'année dernière et tout ça, les grèves, les renégociations avec les employés de l'État auxquels on consent parfois d'importantes augmentations. Là, puis je me positionne pas sur la justesse de le faire, mais ça reste quand même de lourdes dépenses additionnelles qui viennent s'ajouter évidemment à la ligne du milieu. Donc, ça peut creuser le déficit de manière un peu plus rapide. Parlons par ailleurs de Nordvolt qui, on est un peu plus d'une semaine après avoir perdu un contrat de 3 milliards de dollars de BMW. Et là, on confirme qu'on pourrait revoir son échéancier pour le projet d'usine de batterie de 7 milliards de dollars ici au Québec. Est-ce que c'est normal, selon toi, Francis? Tu dis, ça arrive dans tout projet, surtout de cette envergure-là, ou ça va pas tellement rondement, là? J'ai pas toute l'information malheureusement, mais c'est certain que c'est un projet qu'on nous avait vendu un peu comme quelque chose de rondement mené, qui était évidemment là, à l'avant-garde en matière de gestion de projet. Les sommes impliquées sont astronomiques, là, on le sait, je vais pas refaire le procès, mais donc on espérait que cette gestion-là, elle soit vraiment menée, que le projet soit mené rondement, qu'on arrive dans les échéances. Il y a la nouvelle de BMW, je sais pas dans quelle mesure ça impacte parce que le président de l'entreprise nous assure là, que Nordvolt a dans les dizaines de milliards de dollars, là, je pense que c'est 53 milliards de dollars de commandes. L'enjeu principal, évidemment, Marianne, c'est que c'est une technologie qui évolue très rapidement. Ouais. Et là, on est en train de fabriquer une chose. S'il y a 1 an de retard, ça peut avoir une incidence majeure sur la désirabilité puis la demande là, pour le produit qui sera fabriqué. On peut toujours changer la machinerie et tout ça, mais le point, c'est que plus on arrive tard à la parade, plus ça va être difficile de tailler sa place sur le marché nord-américain et mondial. Et donc ça pourrait éventuellement mettre la rentabilité du projet en péril, puis évidemment la capacité de l'État québécois à récupérer une partie de ce qui a été investi là, quand même de manière assez généreuse, on va se le dire, Marianne. Parce qu'on avait l'impression qu'on voulait aller, rondement, mais aussi assez rapidement dans le projet, là, qu'il fallait que ça aille vite. Et là, on se dit, coudonc, on pèse sur le frein, on ne sait plus trop sur quel pied danser.
J'ai l'impression que Nordvolt a eu un peu, comment on dit, là, les yeux plus gros que la panse. Là. Ils ont plusieurs projets simultanés. On parle beaucoup du projet à McMasterville au Québec, mais ils ont des projets simultanés dans plusieurs pays du monde. Ils ont un giga factory, là, une giga usine en Suède également, qui est en train de continuellement d'être rénovée. Ils investissent de l'argent là-bas. Puis à un moment donné, je pense que l'attention, l'allocation de l'argent, du capital se fait là où ils peuvent, mais... Ouais. Je ne suis pas surpris de ces retards-là, mais évidemment, face à ce qui nous avait été vendu, c'est sûr que c'est un peu décevant. Puis c'est pas comme si ça faisait 5 ans. Là. Tous ces faits-là datent de la dernière année. Donc, à un moment donné, on aurait envie d'avoir des nouvelles un peu rassurantes plutôt que l'inverse là, face à la levée de bouclier que ça avait engendré au Québec. Bon, là, on nous dit qu'on saura à quoi s'en tenir en septembre. On devrait être patient. Merci beaucoup, Francis.